le ministre de la Défense, que nous pensions qu'il allait atterrir au Perchoir, est pressenti, tenez-vous bien, pour succéder à Begré Mambé à la primature. Ouais, c'est pas et que M. Bitogo aurait fait ses preuves, donc il garderait son poste, et M. Begré Mambé accédera à la vice-présidence. Oui. C'est-à-dire qu'on aura un président qui aura son petit frère à la primature. Président Paul, réaction. Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. C'est dans l'ordre des supputations, des commentaires, des spéculations. Toutes les pistes actuellement sont sérieuses, toutes les pistes sont à exploiter. Mais personnellement, j'avoue que je ne partage pas cette piste-là. Je ne souhaiterais pas qu'à la tête de la Côte d'Ivoire s'installe une dynastie au Ouattara. Non, il y a un Premier ministre. Regardez ce qu'il disait, le chef d'État souhaite un contrôle accru de l'action gouvernementale et considère que cette fonction offrira à son frère le meilleur tremplin pour s'imposer comme pilier du régime dans ce nouveau quinquennat. Mais quand c'est comme ça, c'est une dynastie qui est en train de s'installer. C'est-à-dire, à partir de ce moment, on permet au petit frère d'être le patron peut-être déjà, il a déjà ses hommes dans l'armée, d'être le patron de l'administration, d'être le patron des finances et certainement aussi d'être le patron de la sécurité de l'État du Côte d'Ivoire. Quand on est à ce niveau-là, on se prépare à diriger le pays. Rappelons-nous, en 1990, quand Félix Houphouët-Boigny nous envoie Alassane Ouattara, que personne, aucun Ivoirien ne connaît. En dehors des milieux d'affaires et autres, on savait que c'était le gouverneur de la BCEAO. 3 ans après, il a manifesté des désirs de devenir président de ce pays. On sait ce qui s'est passé par rapport à la Constitution. Alikouna Bédi est devenu. Alassane Ouattara a aiguisé son appétit politique. Aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, qui va être un premier ministre dans ce pays-là et qui ne va pas s'imaginer si l'âge lui permet d'être président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis convaincu que si cette piste que Afrique Intelligence nous présente savait être la bonne, pour moi, je le dis, je ne partage pas cela. Je ne veux pas qu'à la tête de la Côte d'Ivoire s'installe la dynastie Ouattara. En tout cas, quand on pense à la question de l'alternance au sens propre du terme. Moi, j'étais quand même surpris, parce qu'encore une fois de plus, quand on échange avec son entourage, ils nous disent que c'est vraiment pas dans la logique du président d'avoir cette architecture-là, quoi. Mais bon, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle, parce que j'ai bien envie de te demander quelle logique du président tu as pu déterminer depuis on est là. C'est-à-dire, il nous a toujours envoyé à gauche pendant que lui-même il est à droite. Lorsqu'il est à droite, il nous envoie à gauche. Donc, il n'y a aucune logique. Tu ne veux pas suivre la logique du président Ouattara. Ça, c'est une chose qui est claire. Et pour faire rapidement, désolé, je vais faire rapidement mon analyse là-dessus. Mais le président, la dernière fois, le président l'a même dit. Il dit, peut-être la personne qui est pressentie n'est pas encore prête. Et cette personne-là, et quand le ministre lui-même, Téné Birahim, a dit, on a demandé pardon au président pour qui se représente. Parce qu'on n'est pas, moi je l'interprète maintenant, c'est pour dire parce qu'on n'est pas encore prêt. Et il a fait la défense. Après la défense, effectivement, on le met en tant que ministre, en tant que premier ministre, pour qu'il fasse ses armes. Une fois qu'il a fini à la primature, pour moi, il sera vraiment aguerri, en griffe. C'est-à-dire, voilà. Je complète votre analyse, pardon. On dit même que si Begré Mambé va à la présidence, je précise, je lis le papier, la vice-présidence, pardon, avec un périmètre réduit. Oui. Voilà. Waouh. Oui, mais c'est logique. Non, parce que c'est constitutionnel en fait. Si Begré Mambé. C'est pour inaugurer l'exotème comme. Je t'explique. C'est constitutionnel. Si d'aventure. Journaliste. Avec un périmètre réduit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le mandat actuel du président Alassane Ouattara, si d'ici 2030, entre d'ici 2025 et 2030, quelque chose lui arrivait et qui s'absentait durablement, le vice-président deviendrait président de la République. Mais quand il devient président de la République, la Constitution ne l'autorise pas à changer de gouvernement. C'est-à-dire, il ne peut pas nommer de gouvernement. Dans l'état actuel de la Constitution, il ne peut pas nommer le gouvernement, c'est-à-dire changer de premier ministre. Il assure juste l'intérim. Il ne peut pas nommer le gouvernement, il ne peut pas nommer le vice-président à son tour. Parce que dans la Constitution, celui qui nomme un vice-président, c'est le président élu. Begré Mambé, si d'aventure celui qui devient vice-président, ne pourra pas nommer de. Voilà, il ne pourra pas constituer. C'est pour ça qu'on parle de périmètre réduit. Justement, parce que. Mais justement, puisqu'il ne peut rien faire. Il n'a pas la part. Constitutionnellement, il ne peut pas nommer le gouvernement. Oui, mais donc. Mais pourquoi? Non, c'est pas le président, c'est pas une apprentissade. Pour moi. La Constitution. Mais on est président, je sais, mais quand un journaliste fait son papier et qui précise que Begré Mambé sera à la présidence avec un périmètre réduit et qu'on nous parle d'un Birahim à la primature. Donc, logiquement, c'est pour dire qu'au-delà même de ses fonctions primo-ministérielles, il aura aussi peut-être. Ce papier même porte lui-même, porte en lui-même des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, le vice-président, il a quel périmètre? Tant qu'il y a un président, vice-président, il a quel périmètre? Il n'a rien. C'est quand le président lui dit va ici, va ici, va. Donc, le vice-président n'a aucun périmètre. C'est quand il devient président qu'on peut lui espérer un espace d'action. Sinon, quand il est vice-président là, il n'est rien du tout. Tant que le président est là, il ne sert à rien. C'est quand le président lui donne l'autorisation. Voilà des réalités. C'est quand il deviendra président qu'on peut parler de périmètre d'action. Voilà pourquoi quand ce papier précise, qu'il a un périmètre réduit, c'est quand il deviendra président. Entre-temps, le Conseil constitutionnel, la Constitution réduit le périmètre de celui de. Donc c'est une lecture juridique à votre avis. Très bien, président. Oui. Juste. Allez-y. Une petite illustration à nos nouveaux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas le président à vie. Une fois encore, il vient de démontrer que, à peine a-t-il pris connaissance d'une information qu'il ignorait la seconde précédente, non seulement il a des commentaires à faire sur le sujet, je parle du j'ai pas le droit de passer après une information, je n'ai pas de cerveau pour réfléchir. Instantanément, son réflexe, c'est de démolir l'information. Alors il le fait là, devant vos yeux ébahis, avec une information de Afrique Intelligence, les confrères d'Afrique Intelligence apprécieront. Il l'a déjà fait je ne sais combien de fois, avec des informations que j'ai apportées sur ce plateau. On personnalise le débat. Parenthèse fermée concernant le président à vie des journalistes français, des journalistes ivoiriens en France.
Je continue. Oui. J'ai dit une chose, c'est que sur ce plateau, un jour, j'ai dit que Adama Bictogo, actuel président de l'Assemblée nationale, avait pris la tête d'un front anti-succession dynastique. Et de quoi s'agissait-il à l'époque? C'était tout récemment. Il s'agissait d'une idée selon laquelle le petit frère du président Ouattara, que l'on appelle photocopie communément, allait devenir président de l'Assemblée nationale. C'était ça la succession dynastique. C'était celle-ci. Le fait qu'il aille non pas au perchoir, comme on dit à l'Assemblée nationale, mais à la primature, c'est pas du tout la même chose. Si on évoquait à l'époque un front anti-succession dynastique en la personne d'Adama Bictogo, et qu'aujourd'hui on trouve que finalement peut-être que photocopie va aller à la primature, c'est peut-être parce que tout simplement le perchoir, la route du perchoir était peut-être fermée pour lui qui est probablement le futur député d'Abobo. Information-là, tu l'as reçue quand? Non, cette information-là, tu l'as reçue quand? Donc toi, tu te permets, toi, tu as le droit de réfléchir là-dessus, d'avoir une idée. Moi, Jean-Paul Leroux, je n'ai pas le droit d'avoir une idée. Allez-y, Insa. Alors, je vais dire quelque chose qui est très important. Oh, mais tu es extraordinaire, toi. Je vais dire quelque chose qui est important. En fait, je pense qu'on avait fait un débat ici, il y a, je crois, un mois, où on parlait d'une potentielle candidature. Oui. On parlait, voilà. Et je vous avais dit que M. Téné Birima a été préparé depuis fort longtemps. Et le président Jean-Paul Leroux même nous a donné des informations. Il a dit, c'est vrai qu'il a fait ses preuves dans la défense, mais avant, où était-il? Il s'occupait des affaires présidentielles. Quand ils sont arrivés en 2011, où était-il? Il s'occupait même du budget. Il y avait un budget, vous vous rappelez du fameux budget de la présidence. C'était de souveraineté, ça. Budget souveraineté, et même il y avait un budget, en fait, d'accord, je me rappelle plus, j'ai plus l'appellation de ce budget qui a disparu par la suite, c'était un financement qui était assez colossal pour la reconstruction et remettre les structures d'État. Le PPU. Oui, PPU, Programme présidentiel d'urgence. Voilà. Donc on voit que ce monsieur, que beaucoup de personnes sont surpris de le dire. Est-ce que c'est lui qui a géré le PPU? C'est pas le ministre Amadou Gon à l'époque? On va fact-checker après. Oui, on va fact-checker. Mais il était effectivement cité aussi dans cette gestion du PPU. Parce qu'après, je crois que même des organisations internationales avaient même tiré sur la sonnette d'alarme par rapport au PPU. Donc, affaires présidentielles, volet économique et la défense. Donc c'est un monsieur, oui, et il a fait ses preuves dans un moment précis. Parce que le sujet que nous avions abordé tout à l'heure, était un sujet lié à la sécurité. C'était ça le deuxième sujet en principe. Monsieur Ouattara, lors de son allocution pour sa candidature, disait qu'il avait 3 priorités. Priorité sécuritaire, qui justifiait sa candidature, monétaire et un autre volet que j'oublie. Mais sécuritaire et monétaire. Il y a, je crois, de cela 2-3 jours, monsieur Téné Birima Ouattara s'adressait aux sénateurs, où il disait redoubler, d'accord, d'efforts en ce qui concerne la stabilité en termes de défense et l'équipement de l'État de Côte d'Ivoire de telle sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit inattaquable dans cette zone. Le besoin du moment est un besoin de stabilité. Tout le monde parle de stabilité. Même Mme Yael Brown-Pivet à Abidjan, elle a lors d'une interview parlé de stabilité régionale. Ce sont des enjeux importants. Et je pense que M. Ouattara, naturellement, est fatigué. On l'a aperçu lors de son discours, on sent qu'il y a un Ouattara qui est fatigué. Celui qui va prendre les choses en main, c'est M. Téné Birima Ouattara qui va gérer la politique gouvernementale. Il va gérer la politique gouvernementale et il a un droit de contrôle parce qu'il a créé une ossature pendant un petit moment dans sa discrétion et vous verrez. Donc, il est préparé. Moi, je suis convaincu que M. Téné Birima Ouattara est préparé. Et je pense que c'est 5 ans que M. Ouattara va faire. M. Téné Birima Ouattara sera celui qui sera plus en avant pour la gestion des affaires de l'État. Le contrôle accru de l'action. C'est ce qu'on est en train de dire. Bon, moi qui n'ai pas le droit de réfléchir lorsque j'apprends une information, non, moi je sors du salon. C'est une hypothèse. Non, mais je pense que M. Norbert Navarro, je vais le voir sur ce coup parce que, en fait, il méprise mon intelligence et je déteste cela. Le jour où je te préviens, le jour où il fait ta sauce ici, là, parce que lui, il a le droit d'opérer une réflexion sur une information. Non, parce qu'il a pris 2 minutes pour s'appeler à moi. Ne refait plus ça. D'accord, un potentiel successeur au ministère de la Défense. On rejoint en fait le thème qu'on devait aborder. En ce qui concerne d'accord en fait le potentiel remplacement des cabinets, non aussi. Oui, Monsieur Malan, Monsieur Malan, Jean-Luc Malan, si je m'abuse, mais non pas dans l'article, ils n'ont pas évoqué son successeur, mais sur les hauts commandements par exemple, au niveau de la gendarmerie, des potentiels remplacements. Voilà, on a parlé de Bassanté, du général Bassanté et puis du général Yeo. Ce sont des profils en fait quand vous regarderez, ce sont des hommes qui ont fait leurs preuves, mais c'est des profils qui sont diamétralement opposés à un style assez bureaucratique en ce qui concerne le général Yeo, qui est le commandant d'une section antiterroriste. Croate. Oui, la Croate, et qui a aussi actuellement soutient sa thèse sur un doctorat lié à la science politique et à la lutte contre le terrorisme. Il ne pas coutume, je veux compléter, mais on a quand même des généraux qui sont un peu à l'école. Je tiens vraiment à saluer ce plateau. En sciences politiques. Non, mais pas le contraire, mais bon. On a le général Bassanté, qui était celui-même déjà depuis les événements de 2002 en Côte d'Ivoire, qui était à Bouaké, qui a eu une sacrée réputation en ce qui concerne le maintien de son camp. C'était l'un des seuls commandants, mais qui était le patron de l'UEGN. L'UEGN en fait une unité d'intervention de la gendarmerie nationale, qui lui aussi aujourd'hui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves auprès de M. Téné Birima Ouattara. On a Lassina Doumbia qui va rester, qui était l'ancien patron des forces spéciales, aujourd'hui qui est le chef d'état-major, qui potentiellement restera lui quelques mois, le temps de trouver en fait un remplaçant. Qui va le remplacer? Oui, dans l'article c'est marqué qu'il restera quelques mois pour l'instant. Ils ont précisé quelques mois. Peut-être qu'il restera ou il restera pas, on ne sait pas. Mais on a un renouvellement du vivier, d'accord, de ces anciens en passant par Apallo, Alexandre Touré. Pourquoi c'est nécessaire de changer, pas vraiment. Apallo, c'est quoi, il va à la retraite, mais pourquoi Lassina Doumbia? Lassina Doumbia aussi, il a un certain âge, même s'il ne tend pas vers la retraite, il peut aussi occuper un poste de haute fonctionnalité, même au sein même d'accord du ministère de la Défense, d'accord, pour peut-être redynamiser l'ossature militaire. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a du dynamisme. Et ce dynamisme là, le fait en fait d'accord de la part de M. Téné Birima
Ouattara. Parce que ces gens qui sont là, quand vous observez leur cursus, pendant en fait d'accord la gestion, mais bon, de M. Ouattara, même sous la gestion de M. Ouattara, il y a pas mal en fait d'accord de formation d'unités qui ont été mises en place. Donc on peut potentiellement lier à cette Artiste d'Afrique Intelligence, voir qu'il y a du mouvement. Maintenant, on ne peut pas, ce sont des hypothèses. Ça serait un mandat très sécuritaire. Oui, d'où son intervention au Sénat, et ça pourra aussi nous expliquer qu'il y a un repositionnement des hommes de confiance. Il y a une lecture, il y a une vision selon M. Téné Birima Ouattara, qui est en train de reconstruire d'accord l'architecture militaire. Nous, on ne fera que juste analyser. Je veux terminer avec une question, pardon, mais c'est Pathé Kachi, finalement, il devient quoi dans l'histoire? Demandez au président. C'est une bonne question. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on fasse. Faut lancer un appel. C'est Azopé. Un appel à disparition, c'est ça? Bon, je crois Il peut être dans le gouvernement aussi, hein. Si, on ne sait jamais, il peut être aussi un potentiel Premier ministre. Revenir encore à nouveau, qu'est-ce qu'on en sait? C'est notre ami, c'est quelqu'un à Gagnoa, là. Là, ça va au choix. Qui a proposé l'idée de Cabagnalé, que je trouvais pas assez intéressante aussi. Non, discrète, assez discrète, mais je peux vous dire que c'est une personne. Des fonds dédiés qui a proposé, moi je trouvais que c'était pas mal quand même. Un profil assez critique. Boss. Moi, je le vois dans Bon, je pense que si le choix de Birima se confirme, on est vraiment sur un mandat très sécuritaire. Voilà, ça permet d'ailleurs, exactement, ça permet de boucler la boucle de cette émission. Le début, la fin va rejoindre le début. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AES, à ce moment-là, est clairement perçu comme une sorte de menace fantôme depuis Abidjan. Et non, mais attendez, on profite effectivement du départ à la retraite de 2 généraux, peut-être 3, je sais plus. On fait des remplacements. Bon, ça c'est la routine. Mais là, on sécurise, on met des hommes à soi et puis on prend la primature. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES? Qu'est-ce qui va se passer? Je me pose vraiment la question depuis dimanche dernier, depuis que j'ai vu ce mystère militaire se déployer sous nos yeux. Au Bénin, je ne comprends pas. J'aimerais bien comprendre. Depuis Port-Boué, c'est ça? Depuis Port-Boué. C'est intéressant, il y a des forces françaises qui sont rendues effectivement on a au appris la Bénin. présence de forces spéciales françaises à Port-Boué. Oui, c'est vrai, par vos confrères de Radio France Internationale. Je confirme. Moi, je vais finir. Moi, je vais venir sur cette question. Donc, je vais commencer d'abord par la question. Franchement, moi, les choses se confirment de plus en plus. Quand la dernière fois, on a parlé du budget, on a vu la part qui était accordée à la sécurité. C'est le plus élevé. C'est le plus élevé. Je crois que ça fait même 1800 milliards. Si on compte les deux. Si on compte les deux. Donc, cela veut dire que déjà, même ce qui était proche du ministère du budget de l'éducation. C'était 1500. Oui, non, sécurité et puis défense à tout, parce que sécurité et puis 500 combien? Donc ça fait 1500 et quelques quoi. Et puis 1800 au niveau de l'éducation. Donc ça veut dire que déjà par cette orientation, bien par cette dotation au niveau de la sécurité, on peut imaginer que le gouvernement prenait une option hyper sécuritaire concernant sa gestion. Pour dire que sur la question de l'AES, il faut sortir de tes fantasmes. Je croyais que vous Il n'a pas fait 3 heures. Il n'a pas fait 3 heures. Non, quand la colère est passée. Le gouvernement de rigueur sur la plateau. Mon cœur est tellement plein d'amour que je n'ai pas l'occasion. Je n'ai pas de. Je suis désolé, je suis pris ce soir. De fantasmes, de cœur. C'est oui, ici. C'est pas la bonne chaîne, attention. C'est pas la bonne chaîne. Je vais finir. Allez, terminez. De l'orientation sécuritaire. Sortons de ce fantasme de l'AES.